Et, et puis je bougeais pas, je dis je voudrais ça. Et ma mère, mais non, là, on s'en va, on va plus loin. Et je me suis mis à pleurer. Et j'ai pleuré à chaudes larmes. Et le vendeur, le vendeur s'est approché de ma mère et s'est passé des échanges. Ils se sont mis à discuter entre eux. Je ne sais pas ce qu'a raconté ce vendeur. Il a peut-être été étonné de me voir pleurer devant cet établi, le désir d'avoir un établi à la maison. Tant et si bien que ce vendeur a réussi à convaincre ma mère et on a acheté l'établi. Alors je ne me souviens pas si on a acheté un manteau, mais je me souviens que dans la 2 chevaux, on a chargé donc cet établi qu'on a ramené à la maison, que j'ai installé dans un vieux poulailler. Et là, j'ai commencé à bricoler avec des vieux outils, etc. Et donc je découpais, je me souviens que je découpais des morceaux de bois et je faisais des silhouettes humaines qui étaient, ma mère me disait, on dirait des statues de la préhistoire, quoi. Voilà. Donc ça a été ma première approche du bois. Arrive mai 68, donc la révolte des étudiants, la Sorbonne. Et alors moi j'y vais, je participe peu, un peu quand même. Je sens une espèce de révolte, je sens que ça tourne pas rond, je suis jeune, je suis pas tellement... je vois cette espèce de soulèvement, je comprends pas trop, parce que je suis pas dans le monde étudiant, moi je suis dans le monde de l'apprentissage, je suis dans le monde des métiers, mais quand même je ressens une révolte. On propose une société assez fermée, chacun à sa place, un esprit assez bourgeois, hein, chacun à sa place. Ça veut dire que l'ouvrier doit rester ouvrier, etc. Donc voilà, les bourgeois restent en bourgeois. Donc je ressens ça. Donc c'était probablement, voilà, c'était assez simple. Hein. Et voilà, donc... qu'est-ce que j'ai fait? Je prenais des casques légers que j'avais à l'armée, puis je les donnais aux manifestants. Il y a quelques moments, j'y suis allé comme ça, mais bon, je suis allé à la Sorbonne. Si, je me suis assis dans l'amphi et j'ai écouté. Donc, je voyais, il y avait des ouvriers, il y avait des employés, des gens simples. Il y avait aussi des étudiants qui exposaient leurs idées et les changements qu'ils désiraient. Et voilà, il y avait une espèce d'effervescence, il y avait une ébullition extraordinaire, hein, mais c'était quand même très dans des endroits précis. Hein, c'est-à-dire, c'était le 5e, c'était le quartier latin. Ailleurs, c'était calme, hein, parce qu'on prenait le métro calmement et on allait à la manifestation. Hein, il n'y avait pas la révolution dans Paris. Hein, c'est sûr, si on écoutait la radio, on avait l'impression que tout Paris était en flammes, alors qu'en réalité, c'était vraiment très sectorisé, quoi. Et il y avait les CRS, etc., qui ne faisaient pas de quartier. Hein. C'était comme ça. Donc je retravaille, j'ai à nouveau une 2 chevaux. Je ne sais pas si c'est ma mère qui m'a passé sa 2 chevaux pour en racheter une neuve. Enfin, je me retrouve avec une 2 chevaux, puis je reprends le boulot, etc. Comme ouvrier ébéniste, hein, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et je travaillais dans le mobilier européen. Je préparais les meubles neufs qui étaient démontés, qui venaient d'Allemagne, etc. Et ensuite qui étaient portés après chez les clients, quoi. Donc je les préparais, je les montais, etc. Et donc je pars en 2 chevaux, j'arrive à la communauté de Beuvron. Alors cette communauté, donc c'était un château, un joli château qui doit dater du XVIe siècle, hein, avec les communs, dans un tout petit village où il y a 3 maisons. Et donc là, grande liberté, tout un tas de filles et de garçons, et on est là, et c'est la bohème, on discute. Alors chacun apporte le peu qu'il a, 100 francs, 200 francs, 300 francs, il y a une caisse commune, et on fait la nourriture ensemble, on mange du riz, des patates, un peu de viande, et on discute, et on raconte d'où on vient, voilà, il y en a qui viennent d'Allemagne, d'Australie, d'Inde, voilà. Mais on parle, on raconte, enfin, on vit normalement, quoi, on vit... Alors, ces gens, toute cette jeunesse qui a quoi, 25 ans, ils sont quand même c'est quand même des milieux bourgeois. Il n'y a pas d'ouvriers je pense, dans les milieux, dans les communautés. Ça touche la petite bourgeoisie et la bourgeoisie. Alors donc voilà, donc on écoute. Eh bien, je vais
découvrir Verdi, le Trouvert, un matin. Il y en a un qui va mettre Verdi. Et puis, quelques-uns fument, mais très peu. De temps en temps, on se passe le pétard un petit peu, mais c'est vraiment pas extraordinaire. C'est pas tellement un lieu comme ça. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette communauté, c'est que c'est constamment la révolution permanente. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements. Parfois, il y a des mouvements mystiques. Alors voilà, alors on se met en méditation et on fait de la méditation. Voilà. Et d'autres moments, ça va être des moments de la musique. Alors, donc, parce que ça passe tout le temps. Hein. C'est des gens qui viennent tout le temps, donc c'est toujours un brassage. Hein. Parfois, je repars, je reviens, donc il y a toujours des gens nouveaux. Alors, il y a des moments où allez, hop, tout le monde joue de la guitare, ou joue de la flûte, etc. Après, il va y avoir des moments de commerce. Alors, on va ouvrir une petite brocante, on va vendre des bricoles, voilà, pour faire un peu de sous. Des moments de famine. Alors, ils vont se faire prendre, certains, parce qu'ils vont aller voler des pommes de terre pieds nus dans le champ. Le bonhomme va voir des empreintes d'orteils dans la terre, et il saura que c'est les gens de la communauté qui viennent. Et puis, des périodes amoureuses. Alors là, ça va être la tragédie. Ça va être la tragédie. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, après la période amoureuse, donc, les couples se forment et veulent se retrouver dans leur intimité. Alors on arrive en hiver, et en hiver donc vont se constituer des petites pièces dans la partie des communs, et ça va être constitué avec du carton, des cloisons en carton, et des gens vont installer dans des tout petits espaces, ils vont mettre un poêle qui poseront à même le sol. Il faut dire que c'est beaucoup d'étudiants, donc ils n'ont pas le sens de la sécurité. Ils vont poser le poêle directement sur le plancher. Le tuyau, ils vont pousser à travers les tuiles, sortir le tuyau, et ils vont faire du feu, etc. Et il va y avoir un incendie. Pas de victimes ? Non, les communs vont brûler. Il va y avoir une chaîne. J'étais pas là quand il y a eu cet incendie. Il va y avoir une chaîne de la rivière jusqu'au sinistre. Donc tout le monde va se passer des seaux pour éteindre. Et voilà, donc tous les communs ont brûlé. Alors le propriétaire va venir et il dira, eh bien écoutez, je serai le dernier à quitter ce lieu. Donc il met tout le monde dehors et c'est la fin de la communauté de Beuvron. Voilà. C'était triste, mais bon, en même temps, je ne sais pas, donc ça se terminait. Mais alors, quelques temps avant, j'avais décidé d'acheter une maison, parce que j'étais parti en vacances avec ma mère dans le sud, et j'ai découvert le Lot. Et en découvrant le Lot, en remontant à Paris, j'avais dit à ma mère, je voudrais acheter une maison perdue, je voudrais quitter la nationale, pour la départementale, pour la communale, le petit chemin public, le chemin privé, et arriver à la maison. Alors, eh bien, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai écrit une lettre type à plusieurs notaires qui m'ont répondu, certains, et je suis parti donc visiter cet ensemble de maisons, et j'ai découvert, donc j'ai eu le coup de foudre pour découvrir la maison où je vis là, qui est un flanc de colline avec une vue magnifique. C'était en ruine, c'était un gros tas de cailloux. Voilà. Alors, ce robinier ou faux acacia, si on le regarde bien, alors ça m'a inspiré pour la sculpture Le rêve de l'abbé Sugère, parce que le rêve de l'abbé Sugère, donc, il parle des croisés d'ogives, et si on regarde cet acacia ou faux robinet, on voit ses formes en arcature. Voilà.
voyez les formes en arcature, là? Oui. De chaque côté. Alors, vous voyez tout ça? Alors, moi, j'y ai vu du gothique. J'ai vu des formes gothiques là-dedans. Voilà. Et on sent une puissance, une force là-dedans. Extraordinaire. Et voilà, donc à partir de ces formes, là on voit ici tout ça, c'est complètement, je trouve ça très gothique ces formes. Alors à partir de ces formes, eh bien j'ai fait une transposition sur un noyer et j'ai sculpté voilà ces formes. Et ensuite je les ai colorées, j'ai voulu les colorer parce que au XIIe siècle, nos églises, comme le roman comme le gothique, est peint. Alors les couleurs, j'ai voulu des couleurs très primaires, très simples, parce que je sais que les couleurs que l'on retrouve dans les creux de nos églises sont des couleurs très simples, des bleus ciel, des rouges très naïfs, très simples. Et j'ai voulu une grande simplicité. Aujourd'hui, si nos cathédrales étaient peintes et romanes, comme nous savons, eh bien, les gens seraient choqués, diraient vraiment qu'est-ce que c'est que ces dessins d'enfants. On dit qu'il est le père des croisés d'ogives, qu'on appellera au XIXe le gothique. Et donc cet homme, on raconte, c'est Georges Duby qui dit que cet homme qui a été régent de France, quand le roi était parti en croisade, eh bien cet abbé Sugère aurait été invité à visiter une abbaye normande en construction romane, et en visitant cette construction, il s'est avéré que les moines ont eu des problèmes, et ils ont fait ils sont partis pour des problèmes de poids, dans des arcs brisés. Ils ont fait des arcs brisés et ils se sont rendus compte, dans leur calcul, que les poids reposaient sur les piles et non sur le pourtour dans le roman. Dans le roman, tout repose sur le pourtour. Et donc, comme les croisés d'ogives, les forces reposent sur les piles, ils se sont dit on peut ouvrir entre les piles. Et en ouvrant, ils faisaient rentrer la lumière, entrer la lumière dans l'édifice. Et donc, ils ont fait ça. L'histoire n'a pas retenu le nom de cette abbaye, mais l'abbé Sugère, quand il est revenu à Saint-Denis, il a donc fait transformer le chœur et une partie de la façade. Et ensuite, à la suite de ça, ça a mis plusieurs années, à la suite de cette transformation, il a invité donc tous les prélats du nord de la France, des laïcs, etc. Et il a fait une grande fête. Et à la suite de cette grande fête, tous ces gens, quand ils sont revenus dans leur province, ça a été le démarrage de nos cathédrales. Voilà, dans les 40 ans qu'on suivi, les cathédrales sont sorties de terre avec cette nouvelle architecture des croisés d'ogives. Ça m'arrive parfois, c'est-à-dire que je regarde des choses, je pense, et je les enregistre, et quand je m'adonne, mais d'une façon inconsciente. Et ce qui fait que quand je fais des formes, par exemple dans la sculpture échange, eh bien après je les retrouve dans la nature. Échange, ce sont comme des bols qui, pour moi, qui envoient, qui reçoivent l'écoute, la position, enfin, tout le corps humain, enfin, ou la vie, la nature, donc c'est des choses qui reçoivent, qui envoient. Et j'ai un ami qui m'a dit « Ah mais tiens, t'as fait ces petits champignons noirs qui sont en forme de coupelle comme ça ». Et finalement, je les ai vus, ces petits champignons. Alors peut-être est-ce que je les avais vus avant, et puis ça, je les ai enregistrés, et puis après je les ai, sans le savoir, et après j'ai ressenti. Tout à l'heure, donc on était dans la forêt, je vous parlais de ces formes en forme de bol, de cupule. Donc voilà, donc ça c'était un noyer de la maison, c'est un noyer de la maison. Alors donc c'est de la taille directe, j'ai creusé tout autour, comme ça, c'est un travail, j'ai mis 3 mois pour faire ça. Et donc c'est des formes qui vont vers l'extérieur, qui reviennent, et voilà, donc c'est des échanges. Voilà. Alors c'est une sculpture qui est cirée. Voilà, c'est un noyer de qualité. Alors au dos, j'ai mis cette forme là derrière. Donc ça peut être une personne, et puis son enfant derrière qui est aussi en relation avec l'extérieur. Donc il y a quand même un aspect figuratif dedans. Voilà. Dans ma tête, j'en construis, j'en déconstruis, j'en construis, j'en redéconstruis, j'en fais des quantités dans ma tête. Et puis, alors, je fais des dessins très simples, très très simples. Et puis après, par exemple, je vais parler de la mise au tombeau. Alors la mise au tombeau, ça c'est simple comme inspiration. Alors, j'ai vu, à l'époque où je regardais la télé, je ne la regarde plus, eh bien, dans les années
90, c'est ça? Oui, c'est 90. Hein. En Algérie, il y a eu la guerre civile. Et cette guerre civile a occasionné ces gens qui s'affrontaient, hein, des problèmes religieux entre eux. Enfin, c'est une guerre civile, hein, c'est des Algériens qui se battent entre eux. Et donc, il va y avoir des gens qui vont se faire égorger, massacrer. Et comme ce sont des musulmans, ils se font enterrer très rapidement. Et donc, j'ai vu à la télévision des gens qui étaient autour d'une fosse. Et on descendait le corps comme ça. Et j'ai vu ces gens, ces femmes et ces hommes qui étaient autour de la fosse. Et contrairement à nous, Européens, qui avons un comportement statique, eux, de douleur, c'était horrible, hein, levaient les bras comme ça, ils levaient les bras comme ça au-dessus, comme ça, de douleur, ou d'autres étaient complètement abaissés comme ça, complètement abattus, mais abattus au dernier... Au sens presque propre du terme, quoi. Voilà, aussi morts que le mort, ils étaient dépouillés de leur corps. Alors, j'ai vu cette image, et j'ai de suite pensé à la mise au tombeau du Christ, et je me suis dit, ben voilà, je vais traduire la douleur, je vais retirer la matérialité humaine pour ne montrer que ce mouvement en creusant, en retirant toute la matière et en ne montrant que le mouvement comme ça. Un mouvement comme ça, ou abattu comme ça, complètement abattu. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai fait ça dans des boîtes saules. Ensuite, j'ai teinté à la terre de Sienne. Et donc voilà. Donc j'ai pris. Comme j'étais inspiré par la mise au tombeau de Carénac, j'ai remis en composition Joseph d'Arimathie, Marie-Madeleine, Jean, la Vierge, Marthe, Marie-Salomé, Nicodème et le sarcophage avec le Christ qui est le seul à avoir un aspect humain avec les 5 plaies. Par contre, tous les gens qui sont autour, ce n'est que de la douleur, de l'émotion forte que j'ai voulu traduire. Moi-même, cette femme, quand j'ai commencé à faire la mise au tombeau, elle me disait, mais tu pourrais choisir un thème plus gai. Et moi, je lui ai répondu, mais tu peux pas savoir quel bonheur ça me donne de faire cette mise au tombeau. J'étais très heureux de faire la mise au tombeau du Christ. J'étais bien. C'était une période, quand j'ai fait la mise au tombeau, où j'étais en super forme. J'étais très content. Et puis après, quand j'ai exposé ça, les religieux étaient assez en expectative devant ce travail. Alors certains, en général, presque tous ont accepté ça les intéressait beaucoup. Le public, c'était plus partagé. Et ce qu'il fallait aussi, c'est toujours dommage, il faut toujours donner une explication. Donc je leur parlais de cette tragédie qu'il y avait en Algérie, je leur expliquais les mouvements des mains, etc. Alors là, des bras, donc et là, ils commençaient à comprendre. C'est l'homme hippocampe. L'homme hippocampe, c'est un platane qu'un voisin et ami m'a offert. Il était à Lacépède. D'ailleurs, c'est même pas un arbre, c'est une branche. C'est une énorme branche qui surplombait une grange, et donc il me l'a donné, il l'a coupé, c'était monsieur Chaussade, Anthony Chaussade, et donc, alors ce thème, donc l'homme hippocampe, parce que l'hippocampe est un petit animal qui fait 5 cm, et quand on le regarde dans l'eau, il a des petites ailettes, et il se penche à l'avant, à l'arrière, comme ça, et il est toujours à la recherche de son équilibre. Il est à la recherche de son équilibre. Alors je me dis, l'homme est un hippocampe, on est tout le temps à la recherche de notre équilibre physique et psychique. Alors là, je montre dans cette sculpture donc l'horizontalité qui est aussi en mouvement. Et aussi des mouvements comme ceci, qui vont à gauche, à droite, et puis aussi même l'esprit. Donc l'esprit. Et en haut, le doigt de Dieu qui donne la force divine dans l'homme. Voilà. Donc il y a un côté aussi de spiritualité dans l'homme, quoi. Alors, donc elle est tout en chaloupe, tout en mouvement. Elle fait, je sais pas, 2,20 m, 2,30 m, je sais pas. Alors celle-ci, elle est huilée. C'est une sculpture huilée. Ça, cette sculpture, elle est en or.